question. Depuis la tenue des CODEFIL, qu'est-ce qui a changé dans la gestion des finances locales? Quelles sont les améliorations en cours? Merci pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir parler de la décentralisation, de l'implémentation du processus de décentralisation dans notre circonscription. Mais qu'il me soit permis d'indiquer avant tout autre développement qu'en 2000, lors du sommet Africité tenu à Dakar au Sénégal, les États africains s'étaient rendus compte de ce que l'impulsion du monde de l'Afrique à partir des capitales jusqu'ici n'avait pas été suffisamment prospérant. Il avait donc été décidé qu'il fallait impulser le développement de l'Afrique à partir des territoires. C'est ainsi qu'on a assisté à une implémentation tous azimuts des politiques de décentralisation. Mais bien avant ce sommet Africité, le Cameroun, dans sa perspective proactive et provenante, avait déjà englué dans l'instrumentum même de la réforme constitutionnelle de 96, 18 janvier 96, le régionalisme constitutionnel en faisant de l'État camerounais un État unitaire décentralisé. On a assisté de façon linéaire à la maturation de ce processus avec déjà en 2004 les lois relatives à la décentralisation. Loi applicable aux communes, loi applicable aux régions. Et toutes ces lois ont été concentrées dans un code unique en 2019, dans ce qui est considéré aujourd'hui comme la véritable boussole du processus de décentralisation dans notre pays, le Code général des collectivités territoriales décentralisées. Il est donc important que de temps à autre, nous marquions un temps d'arrêt pour évaluer notre marche en vue de la tonification de ce processus de décentralisation. Nous assurer de ce que le service public communal produit les effets escomptés. Avant, c'est une activité qui était financièrement soutenue par la hiérarchie. Mais aujourd'hui, nous sommes conscients des contraintes budgétaires sous le joug desquelles plombe la trésorerie de l'État. Mais nous sommes aussi plus convaincus de ce que une instance comme celle-là est très importante pour la bonne marche du processus de décentralisation. C'est pour ça que nous avons offert nos bons offices pour que, nonobstant l'absence de moyens et de manière bénévole, nous puissions revitaliser ce cadre de concertation. Et c'est pour ça que, depuis que je suis là, nous l'avons réactivé. Et je suis heureux de constater que cela a suscité l'adhésion de tous nos magistrats municipaux. Vous en avez eu la preuve tout à l'heure. À date, nous pouvons vous dire que le processus de centralisation est en marche dans le département du Vouri et que nos communes, communauté urbaine de Douala, commune d'arrondissement de Douala 1er, 2e, 3e, 4e, la commune insulaire de Manoka fonctionne normalement, en dépit évidemment des problèmes conjoncturels qui sont du reste consubstantiels aux communes d'un pays en voie de développement comme le nôtre. Nous pensons que nos communes pourraient avoir des coudées plus franches si elles avaient des ressources captives qui étaient susceptibles de leur permettre de réaliser leur plan de campagne. Il faut donc cette concertation permanente pour que nous dénichions les niches de recettes, pour que nous affinions nos mécanismes et modalités de recettes des impôts et taxes de nos communes, pour que nous suscitions de façon holistique l'accompagnement des sectoriels en direction des collectivités territoriales décentralisées, que nous suscitions, et ça aussi
c'est la grande victoire dont nous pouvons nous enorgueillir aujourd'hui. Vous avez vu la présence du port autonome de Douala dans la salle, ainsi que du GECAM, qui peuvent apporter dans le cadre de leur accompagnement social des subsides, des projets additionnels à nos collectivités territoriales décentralisées, le souci majeur étant l'épanouissement de nos populations à la base. Évidemment, dans la marche de ce processus de décentralisation, nous n'avons pas une compréhension univoque des différentes problématiques. On a bien vu qu'à certains moments, il y a eu non seulement des conflits de collaboration entre les collectivités territoriales elles-mêmes, mais davantage une compréhension controversée du recouvrement de certains impôts et taxes. Le GECAM est monté au créneau pour dénoncer les activités de recouvrement relatives à l'emportage ou au déportage. Bon nombre d'opérateurs économiques se sont plaints des quantités archi élevées des montants de taxes qui leur étaient imposés dans le cadre de l'occupation temporaire de la voie publique. Mais il était donc important que nous retrouvions pour aplanir toutes ces dissensions, étant entendu que chacun d'entre nous doit apporter sa contribution à l'œuvre de développement de notre pays. Le chef d'État a indiqué que la voie par excellence aujourd'hui, c'est la décentralisation. Et le bon citoyen doit être non seulement un facilitateur, mais davantage un accompagnateur de ce processus. Et nous nous inscrivons donc dans cette dynamique pour accroître la productivité du service public communal et permettre effectivement que nos communes puissent devenir viables et prospères, ce qui garantirait une amélioration quantitative et qualitative des conditions de vie de nos populations. C'est pour ça que nous avons pris sur nous d'organiser cette plateforme de concertation, d'échange et de capacitation aussi des acteurs du processus de décentralisation. Parce que quand vous avez vu l'exposé du directeur des affaires juridiques de la communauté urbaine de Douala, il s'est inscrit dans une perspective de capacitation de tous les acteurs du processus de décentralisation en rapport avec la nouvelle loi relative à la fiscalité locale. Elle sera certainement mise en exécution dès sa promulgation, mais il fallait déjà qu'on commence à dire à tous les acteurs quels sont les aménagements nouveaux qui ont été englués dans le corpus de cette nouvelle loi, de sorte que les uns et les autres puissent déjà en maîtriser les contours, se l'approprier pour que son application, l'exécution de ces dispositions soit rendue plus facile au moment venu. Monsieur le préfet, en guise de sensibilisation sur l'état de la sécurité, qu'est-ce que vous donnez comme message à la population? Le message, c'est que la sécurité des personnes et de leurs biens nous incombe à tous. Et comme j'ai toujours dit, du vieux phénomène dit des microbes. À l'issue de la raison de ce phénomène, je crois que nous avons apporté la réaction que nos populations attendaient. Mais cette réaction, nous disons militaire ou répressive, ne suffit pas. Et il faut davantage, pour être efficace, susciter l'accompagnement de nos populations. Puisque pour nous, dans les mécanismes opérationnels de maintien de l'ordre, nous mettons l'accent sur la prévention par rapport à la répression. Il vaut mieux prévenir les troubles que d'avoir à les réprimer. C'est pour ça que j'ai pris sur moi de faire une tournée où je suis allé dans tous les arrondissements pour sensibiliser les populations avec un point d'ancrage évidemment
vers les zones les plus criminogènes. Et je crois que vous voyez vous-même aujourd'hui, à travers la panoplie des dénonciations qui sont faites, que cette sensibilisation a porté ses fruits. Mais au-delà de la répression et de la sensibilisation, nous avons également compris qu'il faut aller plus loin en luttant contre l'oisiveté des jeunes, en luttant contre le désœuvrement de ces jeunes, en luttant contre le chômage des jeunes. D'ailleurs, les campagnes de sensibilisation nous ont amenés à découvrir que bon nombre de nos jeunes ne savent même pas quels sont les projets et programmes implémentés par le gouvernement de la République pour les sortir de la précarité. À ce moment, lorsque les sectoriels qui nous ont accompagnés à l'occasion de ces campagnes de sensibilisation ont pris la parole pour dire quelles sont les possibilités qui étaient offertes aux jeunes dans le cadre des programmes et projets gouvernementaux, beaucoup de jeunes étaient surpris. Je prends un exemple simple. Rien que la carte biométrique jeune. On avait plus de 95% de nos jeunes qui ne savaient même pas quels sont les avantages. Je parle ici des jeunes de ces zones criminogènes. Je ne parle pas des jeunes scolarisés et autres. Ils ne savaient pas quels sont les avantages que leur conférait la carte biométrique jeune. Nous avons donc compris que nous devons davantage aussi communiquer, nous exporter, faire du marketing administratif pour que les uns et les autres soient au courant de ce qui est prévu par les politiques publiques pour les sortir de la précarité. Nous avons également demandé à nos différents maires, ils sont en train de préparer les budgets pour les années 2025, de réserver une part belle à ces jeunes. Non seulement en termes d'accroissement de leur formation à l'exercice des petits métiers, à l'intensification au recours des programmes IMO pour des projets qui ne nécessitent pas une grande expertise. Mais nous avons pensé que nos maires doivent également s'atteler à occuper ces jeunes. Parce que c'est souvent le désœuvrement, l'oisiveté, la précarité qui les amène à être des proies faciles pour ces dealers et autres contrebandiers qui viennent leur proposer des services aussi ignobles. Ce processus est en marche. L'ensemble des maires nous ont dit qu'ils en tiendront compte dans l'élaboration de leur projet de budget pour l'exercice 2025. Et nous-mêmes, nous avons fait des inquisitions au sein de ces jeunes délinquants pour que ceux d'entre eux qui se sont entre-temps repentis puissent porter le message auprès de leurs congénères pour leur dire qu'il y a de l'espoir pour tous. Mais en toute chose, il faut savoir aller vers les institutions pour savoir comment sortir sa tête de l'eau. L'occasion me permet donc aujourd'hui de dire que nous voulons interpeller les adultes, les aînés, les supérieurs, les vétérans du département du Vouri à être véritablement celles et ceux qui montrent le chemin, qui montrent la voie. Le professeur Marcel Towa a sorti un livre et l'a intitulé Zen. Zen, c'est le chemin. À partir du moment où le supérieur, l'aîné, le père, la mère ne montrent plus le chemin, la société va à volo. Vous êtes observateur averti de la scène publique départementale et vous savez qu'actuellement, le préfet du Vouri a pris sur lui de ramener, de rappeler à l'ordre une dame qui a ostentatoirement pris sur elle
de défier les institutions de la République et de saper l'autorité de l'État. En d'autres circonstances, une dame de cet âge aurait pu être considérée comme une matriarche. Et lorsque nous observons la dégénérescence de la moralité publique actuellement dans notre pays, c'est parce que les aînés ne montrent plus le chemin. Les écarts de comportement sont devenus l'apanage de ceux qui, malheureusement, devaient montrer le chemin. Sous le fallacieux prétexte des politiciens, on prête le flanc à tout. L'État ne doit plus exister. Le respect de l'autre établi doit être vous à volo. Le respect du supérieur n'existe plus. On est un héros parce qu'on a défié l'autorité de l'État. On est une héroïne parce qu'on a violé les lois et règlements de la République. Je dis c'est des sacrilèges. Nous, on a été moulés dans les humanités. Et je me souviens encore de l'abbé recteur qui nous disait le péché comme l'Esprit Saint. C'est pas seulement de dire que Dieu est un pécheur. Le péché comme l'Esprit Saint, c'est aussi de voir que nous sommes en plein jour et de dire c'est la nuit. Le désordre trépasse. Et qu'ils nous trouveront sur leur terrain. Douala, c'est la capitale économique de notre pays. Et nous ne pouvons pas accepter que les uns et les autres prennent acte de ce que Douala est une ville insécure. Que Douala est une ville où l'autorité de l'État est foulée aux pieds. Que Douala est une zone où l'ivresse supplante le vrai. Parce que, ce faisant, c'est le cœur de notre pays qui sera frappé. C'est l'économie de notre pays qui sera entamée. Et c'est toute la politique de construction de l'émergence de notre pays, telle qu'implémentée par le chef de l'État, qui sera sapée. Et nous disons, les véritables gladiateurs au service du chef de l'État pour lui dire Ave Caesar, morbiturum te salute. Nous sommes prêts à mourir pour le triomphe de la République.